À mes côtés, deux intervenants que je vais vous présenter. Donc j'ai Thomas Cotte. Bonsoir Thomas. Thomas, vous êtes fondateur de Weaver. D'accord. Et à vos côtés, donc, il y a Brice Eschwald. Vous êtes cofondateur de Weaver. Donc, on va démarrer cette dernière conférence. Je vais vous laisser, évidemment, entre vous. On va parler intelligence artificielle, plateforme numérique et mobilité durable, des démonstrations en perspective autour de la start-up Weaver. Donc, c'est parti, c'est à vous. Alors aujourd'hui, oui, avec mon associé, Brice Eschwald, qui va se présenter, mais dont j'annonce déjà qu'il est docteur en mathématiques appliquées. Eh bien, on va vous parler de la manière dont on a inventé une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle avec une nouvelle source de données, une donnée issue des gens, une donnée subjective, comme on a peu l'habitude de le voir dans la mobilité. Alors Brice, je vais te laisser commencer pour que tu puisses parler de ta vision et de la manière dont toi tu connais cet univers mobilité d'un point de vue technique. Et puis moi je compléterai après sur ma vision sociologique et la manière dont ensemble on a imaginé et construit Weaver. Très bien, merci. Du coup, moi, à la base, je suis donc docteur en physique mathématique, ce qui fait que tout ce qui est data, valeur numérique, c'est ce que j'adore en fait. Vous me donnez un fichier Excel et je suis le plus heureux au monde. Et du coup, quand on s'est mis à travailler ensemble, on a commencé à regarder ce qui existait comme type de données sur la mobilité. Et on s'est aperçu qu'il y avait différents types de données. Il y avait des données froides, c'est-à-dire qui ont été collectées il y a un certain temps, qui peut-être n'ont pas été utilisées à leur juste valeur. Ça peut être par exemple des enquêtes origine-destination qui sont faites un minimum tous les 5 ans. Il y avait différents types de données, par exemple des données de flux. Ça peut être au niveau d'un carrefour routier, on peut mettre une boucle magnétique pour voir le nombre de voitures qui passent à un endroit donné, sauf qu'en fait c'est juste à cet endroit qu'on a l'information. Ou alors on peut avoir des données théoriques, comme par exemple le transport en commun qui vous dit qu'il doit passer toutes les 17 minutes, et dans les faits il passe au bout de 14 minutes ou de 28 minutes. Donc en fait il y a beaucoup de données. Elle est des fois pas assez utilisée ou pas assez exploitable, et il manque souvent un élément déterminant qui est aussi l'être humain. Alors toi, Brice, dans ton parcours, puisque tu es docteur en sciences dures, comme on dit, dans les mathématiques notamment, de l'intelligence artificielle, il en existait déjà, c'était le constat qu'on avait fait, c'était le constat que tu avais fait. Est-ce que ça avait permis justement de faire passer à l'acte, de changer les comportements, le mobility as a service, qui travaille sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça avait permis des changements de comportement ? Au début, quand on regarde toute cette donnée-là, on se dit « Ah ben c'est bon, on va sauver le monde, on a des calculateurs d'itinéraires multimodaux, intermodaux, tout ce qu'on veut comme mots compliqués, on peut mettre ça. » Et au final, quand on regarde autour de nous, il y a toujours les mêmes bouchons aux mêmes endroits depuis des décennies. Il y a toujours les mêmes problèmes sur les mêmes lignes de bus. Et malgré les utilisateurs qui sont à l'intérieur, qui se plaignent, rien ne change au final. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'avec tout ce qui est disponible comme information, les choses évoluent assez peu, ou alors de manière très ponctuelle à certains endroits, et pas vraiment sur la masse des citoyens. Et en termes de fiabilité de la donnée, ce que tu avais fait comme constat par rapport au calculateur d'itinéraire, malgré l'intelligence artificielle qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date pas d'aujourd'hui, toi tu avais vu quelque chose en termes de fiabilité. Est-ce qu'elle est fiable cette donnée pour autant ? Malheureusement non, elle n'est pas fiable du tout. C'est l'anecdote que je disais sur les transports en commun pour le citer, parce que celui-là il parle à tout le monde, on l'a tous vécu. Mais en fait, quand on veut faire avancer sur de la donnée, de l'intelligence artificielle et des algorithmes poussés, si au départ l'élément fondateur de tout ça, la donnée, n'est pas assez bien qualifiée, n'est pas assez précise, il n'y a rien de super bon qui peut en sortir. On va avoir de beaux résultats d'après la donnée initiale, mais si la donnée initiale n'est pas assez bonne, le résultat ne sera pas assez bon. Et toi, quand tu as travaillé justement sur ces données que tu es allé chercher au début, quand on a lancé cette aventure ensemble, est-ce que tu as vu des données qui venaient des gens en fait ? C'était quoi ces données Au début, on se tourne vers les calculateurs d'itinéraires. Quand on regarde, en fait, ils ont juste les feuilles, par exemple, de passage théorique. On se tourne vers l'open data, OpenStreetMap et compagnie, où en fait, ce sont des citoyens qui viennent donner des informations plus ou moins précises, plus ou moins mises à jour. Et en fait, au final, c'est juste des positions géoloc, des positions GPS, des horaires de passage, des temps de parcours théoriques. Comme un vélo, on vous dit que en vélo, on met 15 km/h en moyenne dans une ville. Selon le type de ville, si c'est Paris ou si c'est à la campagne, c'est pas la même chose. On dit qu'un VAE va à 19 km/h en théorie, mais au final, on sait très bien que les gens ne pédalent pas de la même manière, n'utilisent pas le mode VAE de la même puissance. Donc il n'y avait pas de données réelles sur les usages qui sont faits de toutes ces mobilités.
Ouais, et c'est exactement là qu'avec Brice on s'est retrouvé parce que mon parcours à moi c'était un parcours qui était complètement différent, un parcours beaucoup plus en sciences humaines et sociales, en sociologie des usages, en changement des comportements. Et en fait quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est rendu compte que la donnée de comportement déclaré par l'individu, puisqu'en fait l'individu, l'utilisateur, on s'est rendu compte qu'il était porteur d'une information extrêmement précieuse, non captable par des capteurs en ville, par de l'imagerie, par des caméras, etc. Et puis surtout non valorisée, puisqu'aujourd'hui globalement on a très très peu l'occasion de dire ce qu'on pense de son mode de transport du quotidien, de son trajet domicile-travail ou pour aller faire des achats ou des choses comme ça. Et quand on s'est retrouvés, on s'est dit en fait ces moteurs d'intelligence artificielle qui existent déjà, qu'on alimente, puisqu'il est quand même assez rare, et certaines boîtes et certaines startups, notamment dans les Alpes-Maritimes, le font, et c'est super. C'est quand même assez rare de réinventer en rupture de l'intelligence artificielle, mais ça existe. Ce n'était pas notre cas. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on peut alimenter ces moteurs d'intelligence artificielle avec une nouvelle source de données. Et on a fait le pari d'aller chercher de la donnée exprimée par les gens, de se dire que cette donnée pouvait être extrêmement qualifiée. On a construit une plateforme dans laquelle cette donnée, elle avait du sens, dans laquelle elle pouvait être assez précise pour alimenter ces moteurs, en plus de toutes les autres données. Et là, c'est un peu la magie qui a opéré. C'est ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que du coup, c'est pas le même type de données. C'est que jusqu'à présent, moi, je vous ai parlé des données numériques. C'est une valeur précise ou des valeurs continues ou des schémas temporels. Mais là, on parle de données qui sont catégorielles. Il faut arriver à comprendre quand quelqu'un exprime un besoin, une pénibilité. Comment je vais traduire cette donnée en valeur numérique? Est-ce que je vais faire des catégories avec un ordre d'importance, comme par exemple des tranches d'âge? Est-ce que je classe ça en 1, 2, 3, 4 ou alors juste en binaire 0, 1? Si c'est des données de séquences, il faut arriver à trouver les sous-séquences dans les différentes séquences qui potentiellement sont pas liées, mais en fait sont liées parce que c'est du comportement humain. Donc il y a beaucoup de choses comme ça et de suite on arrive dans des dimensions de calcul importantes et là on atteint les limites de ce qu'on peut faire nous de notre côté et c'est là où on a besoin de l'intelligence artificielle pour arriver à faire des projections de toute cette donnée avec différents types de modèles pour arriver à réduire les dimensions d'étude de la donnée, arriver à supprimer automatiquement alors je vais utiliser un mot scientifique, mais les multicollinéarités entre les valeurs, arriver à supprimer les valeurs qui semblent non pertinentes. Et grâce à cette intelligence artificielle et surtout au deep learning qui arrive à travailler avec beaucoup de données, on arrive comme ça à épurer tout ça et à réduire le nombre de dimensions et à réappliquer notre cas où on a des données qui sont purement numériques initialement et des données après de comportement qui ne sont pas numériques initialement, on arrive à retrouver un cas d'usage assez simple, entre guillemets. Oui, et c'est exactement en fait comme ça qu'on s'est mis à faire de l'intelligence artificielle humaine. En fait, c'est-à-dire qu'on en est revenu à se dire que c'était l'humain le plus important, ce qui était souvent déclaré, on met l'IA à profit de l'humain. Ben là, ça a été exactement le cas, puisqu'on est vraiment allé voir l'humain, on lui a dit confie-nous tes données, qu'évidemment en plus on va protéger, on va les faire monter dans la machine, on va les transformer et les valoriser grâce à l'intelligence artificielle, et puis on va les faire revenir vers toi. Et c'est toute la valeur de cette plateforme qu'on a créée que de dire on est dans le gagnant-gagnant. À chaque fois qu'une donnée tu la partages, eh bien à chaque fois je vais te dire comment je l'utilise et je vais revenir vers toi pour te faire gagner de la valeur. C'est presque un petit peu l'approche Web3 d'une certaine manière aussi, cette nouvelle dimension de souveraineté de la donnée, de protection de la vie privée dans cette nouvelle communauté Internet, si on peut dire. Et nous, toute notre discussion, toute notre réflexion, ce qui a mené à Weaver aujourd'hui et à tout ce qu'on fait partout en France, en Suisse et puis peu à peu maintenant à l'international, ça a été de se dire, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Brice. Il n'y a pas que je vais de A à B et je veux y aller le plus vite possible. C'est pas que ça que recherche un individu, c'est pas que comme ça qu'on construit une offre de transport. Une offre de mobilité, de manière plus globale, elle se construit avec l'ensemble des données de l'expérience mobilité. Et cette expérience mobilité, il n'y a que l'individu, c'est le mieux placé pour l'exprimer. Et avec notre solution, eh bien, on a pu capter de manière qualifiée cette donnée d'expérience pour la transformer. Et finalement, à quel moment l'intelligence artificielle intervient? Eh bien, tout simplement en analysant toute cette donnée, en la confrontant aux données comportementales qui sont exprimées par l'individu. Et la manière de l'exprimer est aussi une variable par elle-même, parce qu'on peut avoir différentes manières de dire la même chose en fonction des individus. Eh bien, en reconnaissant ces variables et en combinant les données que nous on appelle froides aux données chaudes de l'humain, eh bien, en fait, on a découvert que oui, on arrivait à détecter de nouveaux leviers.
au changement des comportements. Faire en sorte que des gens aillent utiliser pour la première fois ce qu'on appelle le passage à l'acte, une solution alternative de mobilité plus éco-responsable et souvent évidemment plus efficace en fonction de leurs attentes, parce que si ce que je veux c'est aller plus vite, l'efficacité c'est un transport qui va plus vite, mais si ce que je veux c'est optimiser mon temps, eh bien ce que je peux passer 1 heure dans un transport si ce temps-là il n'est pas perdu. Et je dis souvent l'exemple, moi aujourd'hui je préfère passer 50 minutes dans un bus ou dans une navette à haut niveau de service avec du Wi-Fi dans lequel je peux bosser ou en tout cas transformer ce temps, que 25 ou 30 minutes en voiture au volant où je ne fais rien. Voilà. Donc la valeur temps, c'est pas uniquement le temps qui compte, c'est la manière dont moi je l'imagine et dont je veux le transformer. Et c'est exactement ce qu'on a fait du coup en combinant toutes ces données issues de multiples canaux d'acquisition qui existent aujourd'hui. On en voit beaucoup avec la captation d'images dans les villes, dans les collectivités, même sur les territoires ruraux, la captation de données numériques, validation à bord, poids sur les essieux, taux de réservation de solutions de vélo, etc. Et en combinant tout ça avec le comportement humain déclaré par l'individu, avec tous les biais que ça peut représenter, eh bien on en arrive à concevoir des algorithmes qui sont efficaces, qui sont très intéressants et qui permettent d'offrir une nouvelle génération de gestion coordonnée de la mobilité. C'est-à-dire qu'à jusqu'à présent, eh bien, on était dans une approche très statistique, en fait, très froide, très immobile, très statique, où en gros, eh bien, on avait des données et puis chacun dans son coin un petit peu les utilisait. Et avec cette nouvelle approche, eh bien, on passe vraiment à l'échelle du territoire, et pas du territoire forcément en tant que collectivité ou circonscription administrative, mais territoire au regard des variables de ce territoire communes à un ensemble de gens qui se déplacent. Typiquement, un touriste qui viendrait skier dans les Alpes-Maritimes et puis un habitant de Saint-Martin-Vésubie qui monterait tous les jours à Isola fréquente le même environnement en fait, mais avec des trajets qui sont très différents. Et si à l'instant T, je me dis que d'analyser ces deux personnes de la même manière, c'est juste, eh bien, je me plante complètement. Parce que leur expérience mobilité, leur mobile pour se déplacer n'est pas du tout le même. Et si je n'ai pas cette qualification de leur expérience de mobilité, de leur trajet, de la raison pour laquelle ils le font et donc de leurs attentes aussi, eh bien une donnée, eh bien je vais la considérer comme identique alors que ça n'est absolument pas le cas. Et c'est quelque part un constat qui a été fait et qui est maintenant répandu. Le Mobility as a Service, le MaaS, devait permettre de faire péter le plafond de verre et d'aller au-delà des 15-20% de gens qui utilisent le transport en commun. Aujourd'hui, on rencontre une limite. Ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Si ça marchait, on serait tous venus en transport en commun. Alors, c'est pas que c'est inutile, pas du tout. Au contraire, c'est un excellent outil. Aujourd'hui, le transport en commun, c'est plus de la moitié du budget d'une collectivité pour bien souvent 15% des habitants. Et pas toujours en plus ceux qui se déplacent en domicile-travail. Et on sait combien aujourd'hui, ce sont les entreprises qui financent notamment l'offre de transport en commun. Et donc, en travaillant de cette manière-là, eh bien, on arrive à concilier les politiques publiques, à concilier aussi les programmes, les plans d'action des employeurs privés comme publics, des entités qui génèrent du déplacement, de l'accessibilité, de la congestion, un palais des festivals, un centre commercial, un stade de Ligue 1, un campus universitaire, un centre hospitalier, universitaire ou pas d'ailleurs. Et on arrive du coup à créer du sens. Et à partir du moment où on crée du sens, cette donnée, elle revient évoquer quelque chose de cohérent pour l'individu. Elle, du coup, favorise l'engagement, le côté participatif, puisque ce qu'on fait avec Weaver, c'est de la mobilité participative, et donc le côté citoyen. Et là, c'est génial parce que du coup, la mobilité qui est la bête noire dont on ne veut pas parler, ça redevient un élément de notre activité, même si ce n'est pas magique, même si ça ne solutionne pas immédiatement tous les problèmes. Déjà, de redonner du sens à ces problématiques et de repositionner l'individu dans, voilà, tu es là, ça ne marche pas, ça marche. Et comment tu peux avoir ton rôle de citoyen, acteur, et donner ton avis, et tester, et essayer, et faire remonter une donnée qui va servir à finalement actionner et mettre en mécanique toutes ces grandes modélisations, c'est super intéressant. Si tu devais conclure, Brice, qu'est-ce que tu dirais toi, par rapport à cette IA qu'on essaye de construire, qu'on commence à construire? Que c'est le futur et c'est ça qui va changer le monde. J'aime ton optimisme et je le partage d'ailleurs. Et si, si pour toi il y avait une clé où on va dire une façon de voir l'IA dans la mobilité, qu'est-ce que tu dirais toi? En fait, pour moi, l'IA est essentielle dans la mobilité parce qu'il faut mettre de l'humain
dans tout ce qu'on fait pour améliorer la mobilité. Et l'humain est très complexe. Les changements de comportement, c'est pas juste des 0 et des 1, c'est très complexe. Un mot dans une phrase, dans une autre phrase n'a pas le même sens. Une phrase dans un contexte, dans un autre contexte n'a pas le même sens. Si je vous parle d'une pénibilité sur un trajet, que vous soyez dans un bon jour, dans un mauvais jour, ça va pas être la même chose. Il faut qu'on arrive à comprendre tout ça. Et donc, pour une seule valeur, il y a des dizaines de possibilités. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'IA, de deep learning, pour donner à la machine énormément de données pour qu'elle arrive à nous ressortir quelque chose d'épuré pour arriver à améliorer les choses dans 80% des cas. Ouais, je te rejoins complètement. C'est effectivement cette puissance de calcul, elle nous permet d'interpréter de multiples façons et d'appréhender la complexité de l'humain parce que finalement l'IA, à la fin, en tout cas nous dans notre domaine, elle est vraiment au profit de l'usager, elle est vraiment au profit de l'humain et c'est la meilleure manière d'y arriver. Merci. Merci. Merci Thomas, merci Brice de Weaver, on peut les applaudir très très fort. Merci à tous pour ces beaux et bons messages. Voilà, c'était important de terminer sur cette note.